Christine Bouillot. Et on va tenter de se mettre d'accord autour de cette table avec nos 4 débatteurs que je salue tout de suite. Jean-Claude, bonjour. Bonjour Isabelle. Rapprochez votre micro, Jean-Claude. Oui. Alors, rapprochez-le. Je rapproche. Voilà, on vous entendra bien parce que, en tant qu'avocat, mais président du Forum transatlantique, le sujet dont on va parler évidemment dans un instant va vous concerner avec un éclairage. Ça nous concerne tous, hein, quand même. Nous concerne tous, mais c'est votre éclairage que l'on attend. Jean-Philippe Dugoin-Clément, bonjour Jean-Philippe, bonjour. maire UDI de Mency et vice-président de la région Île-de-France. Baptiste Fournier, bonjour. Bonjour. Président et fondateur de l'agence de communication Virtus. Et Jean-Christophe Galen, bonjour, politologue et conseiller en communication. Alors évidemment, on va revenir avec vous 4 et longuement sur cette guerre commerciale qu'a déclarée cette nuit Donald Trump au monde entier, qui entraîne l'intégralité des bourses ce matin, qui ont ouvert dans une dégringolade assez spectaculaire. Les États-Unis entrent dans une incertitude économique et les répercussions sont très grandes. Ce matin, pour la partie rien que française, François Bayrou alerte sur une immense difficulté pour l'Europe. Quelle sera la réponse des uns et des autres? On sait d'ores et déjà qu'il y a plusieurs pays, dont la Chine, qui n'ont pas l'intention d'en rester là. Le jugement suite, donc on est à J+4 concernant le jugement de Marine Le Pen, avec cette mise au point d'Emmanuel Macron hier, qui a remis les points sur les i concernant l'état de droit. Et puis cette manifestation qui se profile ce week-end. Est-ce que cette marche, cette manifestation que programme le Rassemblement national, est-ce un coup de force contre la démocratie? Et il y aura d'autres contre-manifestations cette fois, puisque par exemple à gauche aussi on veut une manifestation, Gabriel Attal fait un meeting, bref, tout le monde va descendre dans la rue. Puis enfin, faut-il réguler l'installation des médecins? La première partie de la proposition de loi a été adoptée hier à l'Assemblée nationale. On verra si ça va résoudre ce problème qui concerne 6 millions de Français. Menu copieux, on est en forme, on est en jambes. Jean-Claude, on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule. Et c'est un coup de cœur pour un changement de tête au sommet de l'Église catholique française. Oui, effectivement, l'archevêque Jean-Marc Aveline a été élu à la tête de la conférence des évêques de France. C'est l'une des belles figures de l'Église catholique. C'est un homme qui a l'habitude du dialogue interreligieux. Il a un passé, une histoire personnelle qui devrait permettre à la fois de rasséréner les esprits au sein de l'Église, au sein de la communauté catholique, mais aussi au moment où notre pays est traversé par des divisions sur fond religieux, malgré tout, parce qu'il faut le dire, il est important qu'il y ait de belles personnalités, de gens qui ont un peu de profondeur et un parcours pour pouvoir rétablir le dialogue au sein de la communauté nationale. Et je pense que c'est important, c'est la raison pour laquelle je voulais souligner cela. On aura l'occasion de parler tout à l'heure de choses très techniques, très compliquées, très politiques. Mais finalement, moi je constate quoi? C'est que nos sociétés ont besoin d'un peu de sagesse et de spiritualité. Oui, j'ose le dire, de spiritualité et un peu de sagesse. Et je pense qu'il est important que nous ayons des hommes et des femmes spirituels, de paix, des philosophes qui nous aident un petit peu on va faire tomber la température et on va prendre un peu de temps. Oui, voilà. Moi, c'était un peu mon coup de cœur et je pense qu'il faut arrêter d'être dans l'urgence, dans la précipitation, dans le conflit. Et si on veut cela, il faut revenir à quelques fondamentaux. Et pour moi, ça, c'est le fondamental du matin à la veille de ce week-end. Prenons un petit peu le temps de la réflexion et de l'apaisement parce que, et je m'arrête là-dessus, la réactivité, la réaction, le combat, ben finalement, au fond, qui paie l'addition sont tout d'abord les êtres humains et les plus vulnérables. Voilà. Mm-hmm. On n'est pas dans une logique aujourd'hui d'apaisement. Oui, je m'adresse aux communicants. C'est pas grave. Il faut des figures emblématiques comme ça pour pouvoir. Alors, en dehors du cas de la nouvelle tête de file, on va dire, des évêques de France aujourd'hui, qui va avoir des dossiers compliqués, mais il faut ramener un peu tout le monde à la raison. On atteint un seuil, ça en prend pas le chemin. C'est-à-dire que la raison, oui, mais c'est aussi prendre le temps, faire des temps de pause. On est tous amenés à être enfermés dans une espèce de vortex, de shaker. Je prenais cette image tout à l'heure où on a l'impression qu'on est tout le temps agité comme ça et qu'on ne sait pas trop comment les choses vont sortir. Qui plus est, dans un contexte, encore une fois, qui lui dépasse notre local. C'est-à-dire que c'est notre local qui est devenu global, qui a impacté, qui impacte lui-même d'autres localismes ailleurs.
Donc il faut se dire, effectivement, comme Jean-Claude disait, c'est que au milieu de tout ça, il y a une énergie qui est d'abord celle des êtres humains. Alors je vais vous dire, ça paraît, je vais être encore plus presque pas ésotérique, mais oui, cette énergie naturelle qui est là et les espaces. Non, mais je vous assure que à un moment donné, c'est pas faire. Vous voyez, quand on faisait il y a des para-religions qui sont nées sur l'idée de la nature, il y a des fondamentaux qui sont là. Pour ça, il faut aussi effectivement des figures incarnantes, non pas des gens qui vous amènent à prépenser, à organiser votre propre matrice à vous, mais qui donnent des directions, et des directions qui soient différentes que celles en permanence de la conflictualité, de l'agitation, de l'obsession du court terme. Et vous savez, on en revient à ce qu'on va finir par dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde tel qu'il est, il est financiarisé. Nous-mêmes, chacun d'entre nous, alors pour le coup, je vais être presque quelqu'un qui pourrait être à gauche, oui, très bien. Mais c'est ça, on a été marchandisé, et chacun d'entre nous est devenu un actif financier. À partir du moment où on est là-dedans, si vous voulez, il faut reprendre le temps long. Le temps long, il est bien loin de tout ça. Bien loin de tout ça. Allez, on va continuer de parler de tout ça avec vous quatre dans un instant. On s'arrête, c'est l'heure des infos et des courses sur Sud Radio. On se retrouve juste après ça, tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. La sélection de Jean-Paul Delperrier, eh ben, vous allez tout de suite sur sudradio.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillon. Et en compagnie ce matin de Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication, Baptiste Fournier, président et fondateur de l'agence de communication Virtus, Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Je dis bien Mennecy ? Mennecy. Mennecy, hein, on ne dit pas Mennecy. Non, Mennecy. Mennecy, voilà. très bien. Et Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. Dans un instant, on va revenir sur ces questions de droit de douane, hein, cette guerre commerciale qui a été enclenchée cette nuit dans un espèce de décorum, une mise en scène absolument spectaculaire à la Maison-Blanche par Donald Trump. On fait le tour avant cela de vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité. Jean-Philippe, un autre coup de cœur concernant un vote au Sénat. Oui, c'est parce que pour une fois, on a un vote sur une proposition de loi pragmatique. On sort un peu de l'idéologisme. C'est un vote qui a eu lieu le 1er avril, ça ne s'invente pas, sur une proposition de loi venant assouplir et adapter le calendrier des DPE. Les DPE, c'est quoi ? C'est les interdictions de mise en location des passoires énergétiques, les G depuis le 1er janvier, puis à venir les F et les E. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement souhaitable, louable, qu'il faut faire, parce que c'est la qualité de vie, c'est la lutte contre les gaz à effet de serre, et puis c'est l'économie des personnes qui vivent dedans qui payent plus cher. Mais on se retrouve aujourd'hui dans l'application d'un texte de loi qui pose des problèmes majeurs dans un pays qui est en crise du logement et dans des régions où la crise du logement est particulièrement forte. Les étiquettes G, c'est 2 millions de logements qui sont sortis au 1er janvier, et sur une région comme l'Île-de-France, à 2034, c'est la moitié du parc qui ne pourra plus être loué quand on prend les EFG. Et donc on mesure bien que l'argent mis par l'État n'est pas suffisant pour permettre l'effort de rénovation énergétique. Par ailleurs, on se rend compte qu'on a un certain nombre de difficultés techniques de logements qui ne peuvent pas ou n'arrivent pas à être upgradés, si vous me passez l'anglicisme dessus. Et la proposition de loi du Sénat vient non pas remettre en cause l'objectif, mais elle vient permettre, lorsque sur des bâtiments collectifs ou sur des maisons individuelles, il y a une impossibilité technique de pouvoir procéder à la montée en qualité du bien, soit parce qu'il y a un refus des Bâtiments de France, soit parce que la copropriété refuse de le faire, ou que certains appartements en rez-de-chaussée, quand on est sur cave ou au dernier étage, ne peuvent pas individuellement sortir de ces étiquettes-là, mais que l'immeuble dans son ensemble sort de l'étiquette énergétique concernée, permettre de maintenir une mise en location. La proposition de loi vient aussi permettre, dans certains cas, plutôt que d'interdire la location, de permettre aux locataires d'exiger la mise en conformité du bien, et si ça n'est pas fait, de venir déduire le surcoût énergétique des loyers, c'est-à-dire rendre du pouvoir d'achat aux locataires sans sortir le bien du parc. C'est un sujet majeur parce que d'un côté, on ne peut pas dire l'écologie, l'environnement, ça n'est pas une priorité. On en parlait en aparté il
y a quelques minutes. Mais de l'autre, est-ce que c'est pas détricoter justement la rénovation les obligations? C'est pas détricoter parce qu'il y a des cas où vous ne pouvez pas. Lorsque vous avez des interdictions, par exemple d'isolation par l'extérieur par les bâtiments de France, et que l'isolation par l'intérieur revient vous faire perdre la surface qui vous permet d'avoir un logement qui est louable, vous vous retrouvez à sortir du parc locatif des logements. Sur une région comme l'Île-de-France, où on compte aujourd'hui 1 300 000 mal logés, sur ce pays où on a 4 millions de mal logés, où le coût du logement est quelque chose, on manque de logements dans ce pays. Le coût du logement est quelque chose qui surimpacte. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu peut-être que finalement le Sénat, où on pousse pour qu'on relance la construction, mais le problème du foncier pour le logement. Mais ça, c'est un autre débat. Il faut le faire, bien évidemment. Après, relancer la construction, ça fait 4 ans qu'elle s'effondre parce que les taxes sont trop élevées, les normes sont trop élevées, les maires ne veulent plus de construction, les taux d'intérêt ont remonté. Il y a plein de facteurs qui font que c'est compliqué. Mais actuellement, sur une région comme l'Île-de-France qui souffre du mal logement, à moins de 10 ans, c'est la moitié du parc qui n'est plus louable. Alors, il faut pousser au maximum pour accompagner la rénovation, pas être dans la sanction, mais accompagner, mais tenir compte des cas où ça n'est matériellement pas faisable ou pas faisable dans le calendrier imparti pour ne pas aggraver les difficultés sociales. En fait, c'est une proposition de loi qui est pragmatique, qui vient de manière extrêmement technique permettre de donner un peu de souplesse à des cas où on se retrouve dans une situation totalement schizophrénique. Il faut attendre les décrets d'application, que ça redescende et tout ça. Non, et puis déjà que ça soit voté par l'Assemblée, etc. Mais je veux dire, pour une fois, on a un débat qui vient de manière un peu dépassionnée, ne pas venir casser une ambition, mais venir essayer de mettre un peu d'huile dans les rouages. Alors, on continue les coups de cœur et les coups de gueule parce que notre menu est copieux. Jean-Christophe, vous avez aussi un coup de cœur ce matin, donc on est à 3-0. Il est un peu politique, oui, c'est bien. Hein. C'est pas mal. Pour le coup, c'est pas mal, mais je trouvais que c'était quelque chose qui a été ouvert hier à l'Assemblée. C'est voilà, on fait face dans les 3 grandes villes de France, Paris, Lyon et Marseille, à un mode de scrutin municipal qui est particulier, qui est différent, dérogatoire à celui qui existe dans la plupart des autres villes, dans les villes de France en particulier, les plus importantes, les grandes villes de France en particulier. C'est-à-dire en gros qu'on a une espèce d'élection à 2 vitesses dans des arrondissements. On vote pour un maire d'arrondissement qui ensuite, on va créer un corps de conseillers municipaux centraux qui vont ensuite élire le maire de la grande ville, on va dire, de la ville finale. Donc c'est comme si on élisait des grands électeurs qui allaient à la manière américaine ensuite élire non pas le président des États-Unis, mais le maire de chacune de ces grandes villes. Et je trouve que enfin, hier a été lancé le début d'un travail de rénovation de cette loi particulière. Alors, elle fait pas l'unanimité à travers l'échiquier politique, mais moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire en gros de revenir à la base, c'est-à-dire que oui, on élira des conseillers municipaux d'arrondissement, mais chacun des habitants de chacune de ces villes va pouvoir élire quelqu'un qui incarne, un homme, une femme, qui incarnera la ligne, ou en tout cas qui sera le candidat à l'élection municipale centrale, c'est-à-dire celle de Paris dans sa totalité, Lyon dans sa totalité et Marseille dans sa totalité. Ça veut dire qu'en gros, on n'a plus cette élection à 3 tours, en fait, en réalité, qui est celle de quelque chose qui fabrique d'abord une élection municipale d'arrondissement et ensuite, les grands électeurs qui ont été élus dans chacun des arrondissements vont élire le maire. Je trouve ça intéressant dans l'idée, là aussi, de renforcer ce qui, pour moi, aujourd'hui, alors je vais un tout petit peu plus loin, dans la crise institutionnelle que nous traversons et politique que nous traversons, rappelons-nous qu'on est dans une grande fragilité. Alors, c'est une crise parce que on a élu une Assemblée nationale qui représente ça sans majorité, sans vote. Je pense que le local va être très important. C'est-à-dire qu'en gros, l'élection municipale l'année prochaine sera un grand moment. C'est-à-dire ça, c'est sûr. On nous l'a enlevé, rappelons-nous avec le Covid. Ça fait donc on revient à l'avant-dernière élection municipale pour retrouver quelque chose. Exactement. Et 12 ans, c'est très long sur le temps démocratique. Alors on revient au temps long. Mais l'élection municipale, c'est aussi une élection du temps long. Une élection du temps de la proximité. Et on peut pas croire que Paris, Lyon et Marseille, fût-elles les plus grandes villes de France, doivent déroger à la règle normale, c'est-à-dire un électeur pour un maire. C'est une anomalie. Voilà. Quand on est ailleurs, même si ça vient tard, à 1 an des municipales, à mon avis, c'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer avec le tour de table des coups de cœur et des coups de gueule. Juste, moi, je voudrais faire un mi-coup de gueule, mi-coup de cœur, mais c'est cette énième tentative, c'est mon prisme sportif, pardonnez-moi, cette énième tentative du gouvernement pour mettre les Français et les jeunes au sport, parce que c'est quand même aussi un gain pour la société, si on fait un peu de sport.
sport, on est moins malade, etc. Enfin bref, tout ça est parfaitement documenté. Et enfin, 6 mois après, un petit peu plus de 6 mois après les JO, on propose un test de forme physique pour les élèves de 6e pour la rentrée prochaine, pour favoriser l'activité des collégiens à travers plusieurs mesures. Il y a eu plein de tentatives pour mettre les enfants au sport. Bref, on a l'impression qu'on tricote. Il suffit de mettre des profs de sport, il suffit de mettre des terrains de sport, il suffit de laisser de la place au sport et de donner... financer un peu le sport aussi. Et de financer un peu le monde sportif. Budget du sport. Exactement, ça irait. Voilà comment on crée encore certainement un bidule, mais on verra la réaction aussi du côté de l'enseignement sportif des profs d'éducation physique qui sont souvent la 5e roue du carrosse. Voire la 6e. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on va attaquer avec vous, Baptiste, pardonnez-moi, mais ça va nous permettre de rentrer aussi dans d'autres sujets. Mais vous aviez, vous, un coup de gueule contre les politiques qui critiquent les magistrats, ce à quoi on assiste depuis lundi 13h. Là, on vient d'avoir 2 très beaux exemples, entre guillemets, de politiques qui sont dans le pragmatisme à travers la loi, la réforme de la loi ou la rénovation, la modernisation de la loi PLM, et de l'autre sur la rénovation énergétique des bâtiments. Mais alors, dans le débat public, parfois, ils ne sont pas à la hauteur de mon point de vue, puisque, entre guillemets, c'est le chat qui se mord un peu la queue. C'est-à-dire que les politiques se plaignent de décisions de magistrats qui eux-mêmes appliquent la loi. Or, il faut quand même rappeler que les politiques légifèrent quand ils sont parlementaires, et qu'à un moment donné où ils se plaignent assez régulièrement d'une forme de perte de pouvoir ou autre, je trouve qu'ils sont dans une posture de déresponsabilisation, sans même évoquer la séparation des pouvoirs et l'état de droit. Je pense que là, ils sont dans une forme d'irresponsabilité. Ils instillent par ailleurs une forme de poison mortifère quand on voit aujourd'hui la montée des populismes de Orban en passant par Erdogan et en arrivant à Trump. Or, ils sont les premiers responsables de cette loi. C'était la loi Sapin qui avait été adoptée à l'époque dans une large majorité. Et si aujourd'hui ils s'en soucient, ils n'ont qu'à la réformer tout simplement. Alors, il y aura ce sujet-là qui reviendra rapidement. Alors, Jean-Claude, ce que je vous propose, parce que sinon, on va se retrouver débordé, on se fait une courte pause, on en reparle ensemble juste après ça, tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons-vous d'accord? Christine Bouillot. Alors, Jean-Claude Beaujour qui appelait à la sérénité des débats, etc. On est déjà très en forme. Alors, on était avec vous, Baptiste Fournier, Jean-Philippe Ducoing-Clément, Jean-Claude Beaujour et Jean-Christophe Vialaine. Jean-Baptiste, vous nous disiez que, voilà, vous étiez agacé d'entendre effectivement cette musique depuis quelques jours des responsables politiques qui critiquent des lois qu'ils ont eux-mêmes votées. On va continuer là-dessus parce que ça va arriver sur effectivement la manifestation de dimanche, mais c'est un autre sous-sujet. On a un contrat social et une république qui sont régulièrement esquintés. On a un contrat social et une république qui sont régulièrement esquintés, attaqués. Là, il y a un pacte qui est quand même celui de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs. Là, sur cette décision-là, je trouve de la part des politiques que c'est un peu facile de taper sur les magistrats et ça ne donne pas une bonne image de ce qu'est aussi le pouvoir politique, c'est-à-dire ce pouvoir de légiférer. Ouais. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, non, moi je dis, autant je suis d'accord sur l'idée que les politiques ne peuvent pas se laver de leurs responsabilités dans la prise de décision. Alors, permettez-moi quand même qu'ils motivent leurs décisions sur 154 pages quand même. Oui, mais au-delà de l'affaire, dans le fond de l'affaire, parce que sûrement dans le fond de l'affaire, le texte et les motivations du juge on pourrait les discuter. Le fond, qui a été exprimé, c'est de dire, voilà, les politiques qui réagissent à des phénomènes de société, et après Jean-Claude va nous faire l'exégèse de tout ça, c'est trop vite. On fait dans l'émotion de la loi d'émotion. La loi Sapin, pour moi d'ailleurs, la première loi Sapin est déjà compliquée, la deuxième loi Sapin, il laissera pas une grande marque, si vous voulez, dans l'édifice juridique et surtout dans la vie économique de ce pays. Donc après, derrière, qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord, on peut critiquer les politiques sur l'idée qu'eux-mêmes viennent derrière se dire on s'est trompé. Ils ont le droit de se dire on s'est trompé. Ils ont le droit de reprendre, et d'ailleurs le Premier ministre a très bien fait de dire à vous maintenant de prendre ce texte en main, si vous voulez le changer, si vous voulez le modifier, faites-le. Non pas dans l'émotion, mais faites-le correctement. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point... Mais de changer la loi parce que ça ne nous plaît pas, comme le propose Éric Ciotti. Je ne veux pas que moi, si vous voulez, dans un pays d'état de droit, comme vous dites, on ne puisse pas, au risque de se faire taxer de populiste, de tout ce que vous voulez, on ne peut pas évaluer à un moment donné une décision de justice. Oui, il y a besoin d'évaluer une décision de justice, notamment en première instance. Vous devez pouvoir le faire. Comme on doit pouvoir évaluer la formation des juges, comme on doit pouvoir évaluer la manière dont ils recrutent, donc comme on doit pouvoir faire suivre leur carrière. Je veux pas qu'on fasse comme au Mexique, où on va élire des juges comme aux États-Unis. Je veux par contre qu'on ne puisse pas ne pas en tout cas qu'on s'interdise pas d'avoir une sorte de VAR, si vous voulez, des jugements qui viennent de temps en temps et qu'on puisse appuyer sur un bouton.
avoir à déterminer, mais il n'y a pas de pouvoir judiciaire, c'est un faux, il n'y a pas de capacité isolée comme ça de faire. Ils rendent le justice au nom du peuple français, c'est pas à leur titre propre, et de fait, ce sont des êtres humains, de fait, on le sait, des idéologies traversent le corps de la magistrature, ou les juges aujourd'hui, on peut pas s'interdire d'aller voir de temps en temps comment ça fonctionne, et de corriger aussi les fonctionnements. J'apporte une information, c'est que les 3 juges qui ont jugé Marine Le Pen, enfin rendu leur décision, sont non syndiqués. Oui, mais c'est, si vous voulez, au-delà de l'affaire du syndicat, on ne peut pas s'interdire d'aller voir de temps en temps ce qui se passe. Je voudrais très rapidement pour nos auditeurs rappeler 2 ou 3 choses et là encore je ne connais pas ce dossier, je n'ai pas eu accès au dossier et je ne veux pas rentrer dans le débat purement politicien, RN, pas RN, c'est pas mon sujet. Première chose, l'état de droit. Qu'est-ce que c'est ? Souvenez-vous, Christine, très souvent sur ce plateau, on s'est moqué de nous en disant oui, c'est le tarte à la crème. Non. L'état de droit, c'est le mécanisme suivant lequel la puissance publique ou les institutions, privées comme publiques, prennent des décisions au regard de la loi. Voilà, votées par le Parlement ou par les élus par les représentants du peuple. Par les représentants du peuple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une décision à la tête du client. On doit mouiller, si je licencie, il faut que je licencie et aucun de vos auditeurs ne contestera le bien fondé de cette mécanique en fonction d'une règle, en fonction de règles qui existent. Ça, c'est l'état de droit. Première chose. Deuxième chose, il arrive effectivement qu'une décision de justice, on la conteste. Bien sûr que je conteste des décisions de justice parce que parfois je fais appel. Souvent, nous faisons appel quand nous ne sommes pas d'accord. Mais nous ne sommes pas d'accord sur l'interprétation et il y a un débat intellectuel. Pas contre l'institution. Moi, je ne sais même pas je n'ai même pas en tête le nom des magistrats qui parfois prennent des décisions qui peuvent me choquer, m'offusquer. Je ne sais pas qui ils sont. Je conteste la décision en tant que telle. Il y a une chose qu'il faut comprendre. S'attaquer à l'institution, c'est quoi ? C'est s'attaquer à toutes les institutions. Et quand j'entends dire, très souvent, on ne respecte pas les professeurs, on ne respecte pas les journalistes, on ne respecte pas Vous vous rendez compte que depuis que nous sommes nés, avant on pouvait rentrer et sortir d'une pharmacie, maintenant les pharmacies mettent des agents de sécurité parce qu'on ne respecte plus ce qui était respectable. Même souvenez-vous que les voyous respectaient même les policiers. On ne respecte plus personne. Eh bien c'est ça aussi la conséquence de mettre en cause l'institution. On peut contester une décision, on peut contester la décision d'un policier, mais on respecte un policier. On peut contester la décision d'un juge, mais on respecte. Et de ce point de vue, je veux être clair, il est inacceptable qu'on s'en prenne aux magistrats, dont la plupart, le gros bataillon fait correctement son travail. Et dans toutes les communautés, vous avez toujours des gens qui déraillent, dans toutes les communautés. Ça arrive chez les médecins, les avocats, les rabbins, les machins, les prêtres, partout. Mais on ne peut pas toucher à l'institution. Dernière chose. Très souvent, on a dit, arrêtons de faire des lois dans la rapidité parce qu'il faut tout de suite dans l'émotion et il faut se montrer plus ferme, il faut se montrer la justice tremble et puis c'est pas si. C'est le risque lorsqu'on fait des textes trop rapidement parce que un texte, il est fait et puis il faut le sentir, il faut le lire, le relire et nous-mêmes parfois, nous juristes, nous avons parfois du mal à comprendre un texte. Et on peut comprendre qu'il y a des poches. Eh bien là, il y a peut-être une poche. On a laissé au tribunal la possibilité de... Il ne m'appartient pas de juger du bien fondé, du mal fondé, mais c'était une poche qui autorisait le magistrat parce que si cette poche n'avait pas existé, le tribunal n'aurait pas pu prendre cette décision. C'est que cette poche, cette possibilité a existé dans le texte et on s'est pas rendu compte au moment où on a fait le texte, eh bien qu'il y avait une poche. Eh bien qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la précipitation et la répétition. Arrêtons de faire de la justice de l'émotion ou de la législation de l'émotion. Je parle devant des élus. 58% des peines prononcées, c'est des chiffres du ministère de la Justice, sont avec des exécutions provisoires, donc des exécutions immédiates. 58%, c'est quasiment 6 sur 10 aujourd'hui, donc elle n'est pas un cas unique par rapport à tout ça. On parle de permis de conduire, pas forcément. Souvent quand même. C'est quand même des infractions de ce type. Je pense qu'il faut juste ramener les choses. C'est pas exactement pareil, oui, mais c'est pas exactement le même contexte, c'est pas la même matière. Alors question Jean-Christophe, et après je fais circuler. La démocratie est-elle en danger avec cette décision de justice ? Bien sûr que non. Non. Maintenant, alors bien sûr. Alors mon grand 1, c'est bien sûr que non. Après, on développera pas. Mais mon grand 2, c'est qu'il faut. Je vous le redis. Est-ce que le RN a raison de manifester pour défendre la démocratie si j'étais au RN, dimanche ? je manifesterais.
Voilà, mais je ne suis pas au RN. Mais il a le j'étais au droit de RN, je manifester. manifesterais, c'est le jeu politique. Mais justement, c'est toute la la matière politique, quand vous jugez la matière politique, et là, au pénal, on jugeait une matière politique, pas sanitaire, c'est pas un laboratoire pharmaceutique, c'est pas une matière éducative, quelqu'un qui a attaqué quelqu'un dans un collège ou peu importe. En tout cas, ce dont on parle là, c'est une matière politique. Donc, on est au cœur, effectivement, du jeu démocratique. Et ne pas croire que le jugement est politique alors qu'on est dans une matière politique, c'est beaucoup de naïveté, si vous voulez. C'est beaucoup de naïveté. Et moi, je veux qu'on accepte l'idée qu'il y ait de la possibilité de faire un jugement politique aussi, mais je veux qu'on puisse examiner régulièrement. Je vous le dis, cette affaire-là me permet, au-delà de Marine Le Pen, au-delà de l'URN, au-delà de ce que vous voulez, au-delà de l'élection présidentielle, dans le temps d'instabilité, je vous le redis, dans lequel nous vivons, politique, nationale, et ce shaker global qui est agité par quelqu'un notamment qui se trouve à Washington, dont on va parler tout à l'heure. Il faut faire très attention et il faut qu'on ne s'interdise pas de regarder, je vous le redis, comment sont formés les juges, comment ils sont ensuite évalués. Ils sont très bien formés, les juges. Et ils passent par l'École nationale de la magistrature du côté de Bordeaux. Moi, je crois qu'il faut revenir quand même à des questions simples. Marine Le Pen et le Rassemblement national ont fait du détournement d'argent public de plus de 4 millions d'euros sur un système organisé pendant 10 ans aux frais du contribuable européen. C'est ce dont ils sont accusés. On ne parle pas de peccadille, on parle de plus de 4 millions d'euros. Première chose. Deuxième chose, Marine Le Pen se voit appliquer un texte de loi qui est mal fichu, qui a été mal voté, qui a été voté entre autres à l'instigation de la pression du à l'époque Front National, qui demandait l'inéligibilité à vie des élus pouvant être concernés par des détournements de fonds publics. Et la loi Sapin 2, c'est une loi d'opportunité, c'est une loi communicationnelle qui a été mal écrite, mal conçue. Et aujourd'hui, ceux qui ont demandé à ce qu'elle soit créée, ceux qui l'ont soutenue, se retrouvent à pleurer parce qu'elle leur est appliquée. Alors, est-ce qu'il faut repenser ce texte? Oui, probablement, mais enfin, il y a quand même une certaine hypocrisie de la part du Rassemblement national et de beaucoup d'élus sur ce sujet. D'autant plus que quand cette loi Sapin 2 s'applique au maire de Toulon, à l'ancien maire de Toulon, monsieur Falco, qui est déclaré inéligible, la porte-parole du Front National, qui est son opposante à Toulon, madame Lavalette, ne met pas un mot pour dire que cette loi est choquante quand il s'agit d'un de leurs adversaires politiques. J'ai pas remarqué que le Rassemblement national fasse des manifestations à Toulon de soutien à monsieur Falco, rendu inéligible à titre provisoire. Ils le font à Paris. Donc on voit bien le jeu et la manipulation politique de l'extrême droite là-dessus. Ensuite, troisième point, ce qui est profondément choquant là-dedans, c'est qu'on se retrouve à avoir des magistrats qui soient mis sous protection policière. Parce qu'on se retrouve à avoir une telle mise en cause de magistrats qui font leur travail, qui appliquent les lois qui ont été votées par d'autres, qu'on se retrouve à devoir les protéger parce qu'ils sont mis en situation de danger. Et quatrième chose, on constate que 2/3 des Français, on peut discuter de l'inéligibilité provisoire, mais trouvent que globalement, c'est quelque chose qui est justifié. Et je pense que le brouhaha de l'extrême droite, n'est pas ressenti, n'est pas perçu par les Français. Est-ce que cette manifestation de dimanche, vous avez la parole, pour vous, est justifiée, en tous les cas, elle a du sens, elle est un... C'est un paravent politique, c'est justifié si on est militant du Rassemblement national, si on est soutien de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, parce qu'ils se préparent déjà à faire l'inversion. Vous saviez, il y a eu Poutine-Medvedev, ils ont inversé un moment. Très bien, Bardella et Le Pen sont totalement interchangeables, ce qui fait d'ailleurs que le Rassemblement national n'est pas empêché. Mais c'est une réponse politique à une accusation juridique. Vous avez détourné 4 millions d'euros, plutôt que de dire mea culpa, j'aurais pas dû, c'est pas bien, vous faites une manifestation pour dire c'est la faute des juges. Pour être très clair, moi je redis que le Rassemblement national a parfaitement le droit de manifester. On est dans un état de droit. Moi, ça ne me choque pas qu'il manifeste en tant que tel. Ça, c'est son problème. En revanche, et surtout, j'insiste sur le fait que... Le thème de manifestation, c'est sauvons la démocratie. Mais la démocratie n'est pas en danger. Je suis désolé pour vous. Je viens de vous dire que le magistrat, de ce que je comprends, il y a eu une décision qui est en fonction probablement d'un texte qui est imparfait, dont on n'a pas vu toutes les conséquences. On peut contester, je le redis, on peut contester l'interprétation de la loi, mais moi, quand je conteste, et je peux vous dire que je fais souvent appel de certaines décisions, je ne considère pas que la démocratie est en danger.
Je considère que je suis en désaccord avec le magistrat, mais je ne considère pas que la démocratie soit en danger. Et juste une précision, Jean-Claude, beaucoup parlent de la défense qui a été menée à l'époque, la critique qui était faite de la défense menée par le Rassemblement national pendant son procès, qui pourrait être en cause également dans le jugement. C'est quelque chose qui est apprécié dans les tribunaux, ça ? Mais bien sûr, je veux dire, vous savez, parce que ça peut être l'occasion pour que nos auditeurs comprennent bien comment la justice se passe. Moi, pour passer un peu de temps quand même devant les magistrats, un magistrat apprécie un ensemble. Lorsque j'ai un client, personne privée, personne morale, etc., peu importe, les faits sont avérés, jamais je ne dirai à un client contester jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, vous vous arc-boutez et le magistrat, parce que le tribunal, ce sont des hommes et des femmes aussi, vous faites des documents écrits, etc. Vous vous arc-boutez sur le fait que je ne suis pas coupable ou je n'ai pas fait telle ou telle chose, alors que en insistant sur, par exemple, je ne savais pas. Par exemple, il peut y avoir... voyez, vous pouvez déplacer le débat en incitant le tribunal à vous accorder... Au pénal, on dirait des circonstances atténuantes. Au civil, on dirait des excuses. Faute avouée. Voilà. Ajoutons à cela que le Rassemblement national et Marine Le Pen, pendant des années, ont fait en sorte de repousser ce procès à travers toutes les manœuvres dilatoires possibles, justement pour pas que ça vienne percuter, parce qu'elles s'y attendaient, en tout cas, ces conseils s'y attendaient, pas percuter les précédentes élections présidentielles. Donc on n'est vraiment pas dans le dossier, mais j'ai voulu expliquer les principes qui font qu'il vaut mieux se rendre à l'évidence plutôt que de contester l'évidence. Dimanche à Paris, ça sera aussi un duel de communication, évidemment, en fonction des images qui seront données, puisque du côté de la gauche aussi, on prévoit une manifestation. Il y a un meeting également du côté du bloc central avec Gabriel Attal. Donc, dimanche, il y a de l'actu, comme on dit, et on en reparlera évidemment sur Sud Radio. Et il fera beau, surtout plus de 20 degrés. Allez, dans un instant, on va s'intéresser à cette annonce cette nuit des droits de douane pour le monde entier décrétés par Donald Trump. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Et on continue de débattre hors antenne avec Jean-Christophe Gallien, Baptiste Fournier, Jean-Philippe Dugoin-Clément et Jean-Claude Beaujour. On ouvre la page américaine de cette émission avec cette offensive protectionniste inédite contre le reste du monde déclenchée par Donald Trump cette nuit. Les produits européens taxés à 20%, la Chine à 34%, le Vietnam notamment à 46%. Les réactions ne se font pas attendre. Déjà, les bourses asiatiques se sont effondrées pendant quelques minutes après à l'ouverture des séances. J'ai pas vu la bourse de Paris dans quel état elle était, mais en tous les cas, les réactions politiques sont unanimes. En ce qui concerne la France, première réaction de notre Premier ministre, c'est une catastrophe pour les États-Unis, une immense difficulté pour l'Europe, selon François Bayrou. Emmanuel Macron réunit cet après-midi donc les secteurs concernés pour voir comment tout cela va fonctionner. Jean-Claude Beaujour, président du Forum transatlantique. Alors, il y a la mise en scène, déjà, cette nuit. On peut en dire un mot. Cette espèce de décorum, école de la télé. Genre école de la télé. De la télévision. Puis il y a les mots qui ont été prononcés qui sont, qui sont de la sémantique Donald Trump. J'ai entendu aussi qu'on nous conseille de respirer un coup, d'attendre de voir comment ça va se passer et de voir ensuite. C'est quoi l'étape d'après là ? Ces mouvements là. La première chose, je vais volontairement, comme je le fais chaque fois, passer sur la personnalité de Donald Trump, parce que dire que nous avons été très méchants et donner le sentiment au peuple américain que nous sommes vraiment des vicelards, j'ai envie de dire, un président ne devrait pas dire cela. Et puis on va passer au-delà. Sur le fond, et je sais qu'il va y avoir tout à l'heure des compléments un peu techniques sur le plan purement financier, mais c'est vrai que le président prend le nouveau gouvernement américain, parce que c'est de ce dont il s'agit, prend une responsabilité énorme, responsabilité sur le plan interne aux États-Unis. Qui dit inflation dit problème économique, et moi je pense notamment, j'ai envie de dire, je vis sur le terrain, je pense notamment à côté d'un Elon Musk
qui a une fortune, j'arrive même pas à réaliser le niveau de sa fortune. Moi, je vois ceux que je rencontre au quotidien aux États-Unis, aux 40 millions de pauvres, et 40 millions de pauvres, être pauvre aux États-Unis, c'est pas simplement c'est vraiment pauvre. 40 millions de pauvres lorsque vous avez 80... Ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas comme en France. C'est pas comme en France. Et donc, moi, je pense aux conséquences, parce que l'inflation, ça va être ça. Ça va être plus de chômage, ça va être plus de détresse, ça va être plus pour une société. Donc déjà, non, j'y viens. Après, il y a ce que ça va, l'électrochoc pour l'ensemble de la planète, puisque l'économie américaine est une économie interconnectée avec le reste de la planète. Bien sûr en Europe, bien sûr ailleurs, et donc ça va être cataclysmique pour tout le monde. Je dis bien pas seulement pour les Français, en Europe, en Asie, en Afrique, aux États-Unis, pour tout le monde. Pourquoi ? Tout à l'heure, on aura quelques éléments complémentaires, donc je vais pas aller sur ce terrain-là, parce que je pense que là encore, on fait du va-et-vient, on est dans l'incertitude, et pourtant, j'ai envie de vous dire pourquoi, parce qu'il y a des raisons, parce qu'il y a des gens qui sont sur le temps court, probablement pour satisfaire à des politiques de l'opinion. Il faut rapidement, il a fallu dire au peuple américain ce qu'il entend pendant la campagne, donc c'est à cause des Européens, c'est à cause d'autre chose que simplement les Européens. Donc au fond, on fait beaucoup de communication, beaucoup d'incertitudes, et pour une politique économique qui n'est pas lisible, y compris sur le terrain, parce que la bourse commence à dévisser sérieusement aux États-Unis. Ouais, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, je voudrais voir avec vous, Jean-Philippe, parce que en tant que vice-président de la région Île-de-France, vous avez de la compétence économique aussi, les régions. On a calculé, on regarde, on a des capteurs. On sait que c'est quand même un partenaire commercial et un partenaire économique important, tous les États-Unis. Quand l'économie mondiale va mal, l'économie des pays vont mal. La région Île-de-France, c'est la première puissance économique européenne. Si on était un État à part, je crois qu'on serait le 6 ou 7e PIB de l'Union européenne. Donc bien évidemment, si on a un durcissement, hausse de taux d'intérêt, inflation, certains produits qui deviennent difficilement accessibles, problèmes sur nos industries automobiles, nos industries agricoles, là encore, le luxe, c'est des choses que nous ressentirons partout. Pour l'instant, la pharmacie est exemptée. Mais si vous voulez, moi vraiment, ce sur quoi je voudrais insister, c'est deux choses. La première, en fait, on ne découvre rien. Trump fait ce qu'il a dit. Trump est quelqu'un de belliciste qui a des méthodes de bandits, de voyous, de mafieux, et c'est ce qu'il applique. Trump avait annoncé une guerre économique. Une guerre économique, c'est une guerre. Une guerre, c'est quelque chose qui fait mal. Une guerre, c'est quelque chose qui produit des effets extrêmement difficiles, qui détruit des vies, qui détruit des familles. Une guerre économique, c'est quelque chose qui va mettre des gens au chômage, qui va détruire des vies, qui va détruire des familles. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que on a beaucoup parlé de Marine Le Pen, du Rassemblement national, de Jordan Bardella et de toute cette extrême droite française. Cette extrême droite française aujourd'hui, elle est soutenue par monsieur Trump, par monsieur Poutine, par monsieur Orban, par monsieur Musk. Les deux figures tutélaires auxquelles se référait Marine Le Pen pendant des décennies, c'était monsieur Poutine et monsieur Trump. Et aujourd'hui, ce que fait monsieur Trump, ça n'est ni plus ni moins que ce que voulait Marine Le Pen. Alors, Baptiste Fournier. Un premier point d'intention qui me paraît important. On sait qu'il y a les annonces de Donald Trump et ensuite il y a souvent une phase de négociation et aussi de faisabilité de certaines des mesures, puisqu'on l'a vu avec le Canada et il y a eu plusieurs revirements et encore aujourd'hui on n'est pas fixé, pas au clair sur les droits de douane et les taxes qui seront appliqués au Canada. Néanmoins, comme le disait Jean-Philippe à l'instant, c'est la pulsion de guerre appliquée aujourd'hui aux relations commerciales mondiales, avec un risque, si jamais il allait au bout de sa démarche, d'une récession internationale inédite. On est dans un cadre où on revient d'une certaine manière potentiellement 125 ans en arrière. C'est-à-dire que dans les années 30, il y a eu les taxes Hoover, très importantes. Là, on est encore au-delà de ce principe de taxe appliqué au début du siècle dernier. Donc, il va y avoir un grand basculement. On ne s'est pas préparé alors que c'était annoncé. C'est aussi la force de Trump, c'est-à-dire que en politique, pour le coup, il y a un principe de réalité pour lui qui est qu'il annonce et qu'il fait derrière. Alors maintenant, il va falloir voir comment l'Europe réagit. La commissaire européenne von der Leyen ce matin a annoncé qu'elle avait un plan déjà en place
pour éventuellement mettre des actions de rétorsion à la mesure de ce qui a été annoncé. À suivre. Alors les attaques, enfin en tous les cas la riposte, c'est d'attaquer les services numériques américains à hauteur de 10% minimum et 20% sur d'autres produits. Il y aura une deuxième vague effectivement qui sera prête à la fin du mois d'avril. C'est ce que dit ce matin la représentante de l'Union européenne et la porte-parole du gouvernement français. Donc ça veut dire qu'il faut coûte que coûte montrer il n'y a que ça qui comprend. Il ne faut pas avoir peur du rapport de force. Qu'il s'agisse de Vladimir Poutine, de Xi Jinping, de Trump, on est dans un retour des impérialismes. Est-ce que vous avez si vous n'avez pas une capacité à résister, vous êtes sur des gens qui ne respectent que ce qui leur résiste, et le principe, c'est ils avancent, si vous marchez dessus, ça résiste ou pas. Si ça résiste pas, ils continuent. D'autant que sur les services, la relation transatlantique est en faveur des États-Unis de plus de 100 milliards d'euros sur les services. D'accord. Donc on a vu que les biens, et puis en plus la critique elle est un peu rapide puisque Donald Trump parle de taxes qu'on imposerait aux États-Unis. Non, notre TVA existe parce que notre TVA est un moyen de financer nos politiques publiques, mais elle s'applique aussi bien aux États-Unis pour les produits qui rentrent que pour un produit qui viendrait d'Argentine ou je ne sais d'où. Donc c'est là où il faut bien comprendre que là-dessus les choses sont pas aussi claires. Il n'y a pas. C'est pour ça que je vous ai expliqué un peu rapide parce qu'il aurait fallu rentrer dans le détail. Dans le détail, Jean-Christophe, par rapport à ça, c'est la réponse. Il ne connaît que le rapport de force. Alors moi, j'ai participé à 2 négociations pour 2 pays. Donc je peux vous dire avec les États-Unis sur l'enjeu tarifaire, qui sont restés d'ailleurs à 10 points. Donc ils sont très loin de ce qui se passe au niveau européen. Alors, ils n'ont pas la même puissance ni des Chinois, ni en termes commerciaux que la Chine et ainsi de suite. Ils sont même moins des amis des Américains en général que pour des raisons géopolitiques. Maintenant, derrière cette guerre tarifaire, qui est une arme qui est utilisée, la vraie guerre, elle n'est pas tarifaire. Elle est même pas celle de la défense. En gros, le chantage est ce suivant. C'est en gros, si vous voulez bénéficier du marché américain, qui est quand même le premier marché mondial en termes de produits, pour que les autres pays puissent vendre leurs services, leurs produits, surtout pour ce qui concerne l'Europe, c'est très vrai, ou bénéficier du parapluie militaire américain, vous devez nous aider à sauver les États-Unis d'une dette galopante et maintenir le dollar comme monnaie de réserve principale au monde, voire maintenant de monnaie de transaction prioritaire. Ça, c'est l'intérêt des grands acteurs qui sont derrière nos amis de Trump, c'est-à-dire surtout Meta, Alphabet et compagnie. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est une guerre monétaire. Derrière cette guerre tarifaire, ce qui est une façade. En gros, on dit aux pays, si vous voulez pas racheter nos bons du Trésor à un taux extrêmement bas, parce qu'aujourd'hui, l'idée c'est ça, c'est-à-dire en gros faire baisser le prix du dollar, d'évaluer compétitivement le dollar, faire en sorte que les taux d'intérêt qui payent ceux qui achètent du dollar soient très bas, et derrière, revaluer vos monnaies. La principale critique de Trump et des autres, c'est pas du tout, et de l'acteur qui est derrière Donald Trump sur cette affaire, il s'appelle Stephen Miran. Il a écrit le livre, donc c'est encore plus vrai, si vous voulez, que c'était quelque chose qui a écrit il y a à peu près 6 mois, 1 an. Il a été recruté d'ailleurs dans l'équipe de Trump sur cette base-là. Donc la bataille est monétaire. Elle est monétaire, donc elle est décisive, elle est long-termiste. C'est-à-dire que quelque chose, si on ne résiste pas, si vous voulez, aujourd'hui, sur cet enjeu-là, c'est un asservissement géopolitique et financier qui est programmé pour tous les pays. C'est pas commercial simplement. C'est-à-dire en gros, il va falloir le discours de Trump, c'est on fait de la guerre tarifaire, on fait de la guerre sur le soutien militaire parce qu'on veut que vous achetiez nos dollars à un plus bas prix qu'aujourd'hui et sur 100 ans. Tenez-vous bien, les bons du Trésor tels que sont proposés, alors c'est très technique ce que je vais vous dire, c'est acheter et s'endetter en dollars, en plutôt racheter du dollar pour 100 ans. Donc en gros, et si vous ne le faites pas, on continue de vous matraquer. Donc en gros, il y a un pari extrêmement puissant. Miran dit, écoutez, on n'aura pas d'inflation sauf dans les premiers mois, à partir du moment où les gens vont céder sur la monnaie, et c'est très concret. Donc on est dans une vraie guerre, non pas commerciale, on est dans une guerre monétaire, c'est une guerre économique absolue. C'est-à-dire qu'en gros, ils font le pari que tout le monde va céder. Moi, je l'ai vu concrètement en face de nous, si vous voulez, sur ces 2 pays. C'est très vrai. Donc, il n'y a pas de solution autre que de résister extrêmement puissamment, de faire en sorte qu'effectivement, vous vous battiez sur l'aspect de la monnaie, et donc la monnaie surtout pas rentrer dans l'idée que si vous mettez un pied dans la menace monétaire, c'est fini. Sur la barre tarifaire, il y a plein d'entreprises françaises qui ont des usines aux États-Unis et ailleurs, qui vont pas souffrir. La réalité de l'impact économique sur l'économie française, il est très faible. Mais, par contre, si vous rentrez à travers l'euro dans cette bagarre-là, si vous voulez, et derrière la deuxième lame qui va venir, je vous le dis tout de suite, elle n'est pas encore maintenant, c'est l'utilisation de crypto-monnaies qui s'appellent les
stablecoins, qui sont des cryptos régulés et qui ont pour objectif de faire en sorte que quand vous achèterez sur Airbnb, Amazon et compagnie, vous ne paierez plus dans votre monnaie à vous, mais dans le dollar digitalisé. Et donc, ça veut dire que vous renforcerez le poids du dollar globalement. Donc, c'est un plan énorme, extrêmement puissant, très concret, pas du tout délirant, comme on veut dire sur Donald Trump et sa mise en scène. C'est un plan de bataille guerrier qui n'a jamais existé dans l'histoire du monde. Cet après-midi à 16h, Emmanuel Macron va réunir les filières françaises affectées à 16h, donc, dont le patron d'Airbus, Guillaume Faury, l'industrie de la chimie, l'industrie également de tout ce qui est agricole et viticole, les spiritueux. Est-ce que je peux me permettre juste quelque chose en plus? Il faut aussi faire très attention, et quand je vois que CMA CGM, je vais pas m'assurer des amis, tout de suite est allé dire je vais investir 25 milliards de dollars aux États-Unis pour moderniser les ports américains. Il faut aussi du patriotisme économique. Sans ça, si vous voulez, sans cet ensemble-là, ça sera compliqué de lutter. Si tout le monde part, si vous voulez, comme Volkswagen qui va enlever 2 usines en Allemagne pour les installer aux États-Unis, c'est très compliqué. Exactement. Le pari de la division, évidemment. Allez, on s'arrête un court instant et les quelques minutes qui restent, je voudrais qu'on parle quand même de ce sujet qui concerne beaucoup de Français qui sont près de nous et c'est du quotidien et c'est immédiat. C'est cette proposition de loi pour tenter de lutter contre les déserts médicaux et l'obligation d'installation. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Allez, on continue d'évoquer tous ensemble les sujets d'actualité. On en vient donc à la question des déserts médicaux. 6 millions de Français sont sans médecin traitant. 8 millions vivent dans un désert médical, ce qui est colossal. Et donc, hier, l'Assemblée nationale a fini par adopter l'article phare d'une proposition de loi transpartisane visant à réguler l'installation des médecins sur le territoire français. Autrement dit, aujourd'hui, les médecins, l'installation d'un médecin libéral ou salarié devra se faire avec l'aval de l'Agence régionale de santé. Il sera octroyé un droit dans une zone qui connaît un déficit de soignants. Et si un médecin veut aller dans une zone en non-tension, il devra attendre qu'un médecin cède sa plaque et en tous les cas son agrément avec la sécurité sociale. Voter 155 voix contre 85, contre l'avis du gouvernement et contre l'avis aussi de la quasi-totalité des syndicats de médecins libéraux qui s'étaient posés à la mesure en affirmant que la coercition ne marchait pas, que c'était contre-productif sur l'accès aux soins. Je m'adresse à l'élu. Enfin, vous dites cette loi ou vous craignez que justement, finalement, ça fasse fuir les candidats potentiels à l'installation? Je rappelle 10 ans d'études pour un médecin le problème, et moi je le vis dans une commune à 40 km de Paris, en Ile-de-France, où aujourd'hui on a des habitants qui ne trouvent plus de médecins traitants. C'est la réalité de ce que nous vivons, y compris dans des secteurs métropolitains, denses, urbains. Bon, après, quand on a dit ça, c'est la résultante du fait qu'on n'a pas formé suffisamment de médecins depuis 40 ans, que le temps de travail par médecin s'est réduit, parce que dans une société des 35 heures, l'image du médecin de famille qui travaillait 12 heures par jour, 6 jours par semaine et qui faisait un infarctus à 50 ans, c'est quelque chose qui se perd aussi. Donc, plus suffisamment de médecins, moins de temps de travail par médecin, et beaucoup de médecins qui ont une activité libérale qui est tellement contraignante qu'ils préfèrent aller sur des logiques de salariat auprès de médecine du travail, auprès d'assurance, auprès de PMI. Et donc, on a cette déperdition-là. Et on se retrouve aujourd'hui à chercher à écoper les choses avec des collectivités, des territoires qui financent des maisons de santé, qui financent des équipements, et où derrière, on essaye de débaucher ce qui n'existe pas, de tirer vers soi une couverture qui est trop petite, en déshabillant Pierre pour habiller Paul. Bon, ça, c'est la situation actuelle. Le fait de dire dans quelle mesure est-ce qu'il faudrait rationaliser ou essayer de permettre, sur des études qui sont financées publiquement, une rationalisation de l'installation, c'est quelque chose qui, dans l'esprit, me va bien. Quand on est fonctionnaire, par exemple, quand on fait la magistrature, quand on fait l'école des impôts, l'école de la police, on doit un certain nombre d'années, ou alors on les rachète. Exactement. On les rachète et on s'en abstient, et on s'en absout. Ce qui me gêne un petit peu plus, c'est de confier ça aux ARS. Les ARS, aujourd'hui, c'est un système de blocage. Moi, j'ai l'exemple dans ma commune depuis 3 ans d'un centre d'imagerie médicale. On a les locaux, on a les porteurs de projets, la communauté médicale est pour, c'est bloqué, ce qu'il faut une autorisation de l'ARS. C'est-à-dire, aujourd'hui, les ARS sont devenues une machine à dysfonctionner, à suradministrer, et qu'on aille vers une logique de réguler avec les ordres, ça m'irait bien. Avec les ARS, ça me fait très peur. Jean-Claude, vous aussi, vous êtes une profession réglementée, mais pas d'obligation d'installation chez les avocats. Alors, il n'y a pas d'obligation d'installation, encore que lorsque vous prêtez serment dans un barreau spécifique. Mais ce qui vient d'être dit, et il faut que nos auditeurs l'entendent, sur le temps de travail, parce que nous sommes, c'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les avocats, nous sommes des métiers qui sont socialement reconnus.
Nous n'osons pas parler de ces choses-là. Nous n'osons pas dire notre épuisement. Nous n'osons pas dire que nous travaillons. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un week-end. Je ne sais pas ce que c'est qu'un congé de maladie. Moi, lorsque mon fils est né à 4 heures du matin, j'étais à mon cabinet à 9 heures. Je ne sais pas ce que c'est. Et vous avez une clientèle, c'est vrai pour les médecins, qui est exigeante parce que les gens souffrent ou les gens sont dans l'urgence. On parlait tout à l'heure de la judiciarisation de la vie, de ces textes qui sont prolifiques, de la mise en cause des professionnels. Donc, ce sont des réalités. Et nous parlons, par exemple, au barreau de Paris, de la maladie, de la santé des avocats. Nous parlons de ces choses-là. Donc oui, je ne vais pas dire qu'on est à plaindre au sens où, mon Dieu, nous sommes des pauvres. C'est pas cela que je dis, il faut bien l'entendre. Je suis en train de dire ce qui vient d'être dit. Au moment où on parle de 35 heures, au moment où on parle du droit à déconnexion, je suis en train de dire que nous aussi, nous avons aussi droit à un week-end, à une soirée. Je ne vous dis même pas le nombre de textos, de mails que je reçois à 22h en me disant pour l'audience de demain, voici les pièces. Bon, malheureusement, on arrive au bout. Désolé pour le tour de table sur ce sujet-là, mais effectivement, on a pris beaucoup de temps pour le reste et on y reviendra bien évidemment dans les débats. Merci beaucoup Jean-Claude Beaujour, Jean-Philippe Ducoing-Clément, Baptiste Fournier, Jean-Christophe Gallien. Dans un instant, les infos et ensuite c'est André Berkoff dans tous ses états. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence.